Alors, mon nom est Gisèle Bellem, je suis consultante pour la firme Hatch et anciennement à l'UQAM, j'ai fait mon doctorat à l'Institut des sciences de l'environnement sur l'industrie minière en Afrique et je continue à travailler sur des projets de l'industrie minière en Afrique et au Québec. Donc, l'étude de cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en continuité un peu avec ce que j'ai fait dans ma thèse qui portait sur l'industrie minière, les enjeux socio-économiques au Mali. Et cette fois-ci, on a travaillé sur un projet au Burkina Faso et j'aimerais aborder les enjeux d'emploi qui représentent un des enjeux les plus importants d'acceptabilité sociale pour les projets miniers en Afrique. Donc, je vais aborder assez rapidement les enjeux, comment ils se sont manifestés, comment ils émergent et comment ils sortent dans l'actualité et comment on les vit sur place, les capacités nationales pour tout ce qui concerne les emplois et la formation, et ensuite comment les conflits émergent comme sous forme de réglementation finalement et ressortent dans les codes miniers ou dans les contrats entre les entreprises et l'État. Donc, le Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est un pays minier assez récent. Donc, au début des années 2000, on n'avait pas encore de mines industrielles, mais depuis 2008, on a déjà 7 mines d'or en activité et également une mine de manganèse. Et on a beaucoup de compagnies minières canadiennes. Donc, sur les 7 mines présentes, on en a 5 canadiennes et 900 entreprises qui sont en phase d'exploration. Donc, beaucoup de minières canadiennes présentes au Burkina en ce moment. Et comme on peut le constater avec le rapport de l'IITI qui apparaît régulièrement, celui de 2012 montrait que les retombées économiques dans le pays sont quand même assez importantes au niveau des exportations, donc plus de 70%. Mais comme vous le voyez, au niveau des emplois, la contribution de l'industrie minière aux emplois au Burkina Faso est assez faible, 0,16% pour l'ensemble des emplois. Et on a ici quelques chiffres qui montrent les emplois créés par l'industrie minière depuis 2008. Donc, on est passé à peu près de 2 000 emplois à 5 000 emplois en 2012, dont à peu près 66% en 2012 étaient des emplois locaux, des emplois permanents. On a des emplois indirects et des emplois temporaires qui ne sont pas comptabilisés ici. On parle ici simplement des emplois permanents. Et donc, pour mettre un peu en perspective, il faut savoir que le Burkina Faso a une population d'à peu près 17 millions d'habitants, un taux de chômage autour de 4% et beaucoup de jeunes qui ont des attentes assez importantes en ce qui a trait à l'emploi. Donc, quand les industries, les compagnies minières arrivent, tout le monde s'attend à pouvoir travailler dans les mines. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des compagnies qui font de l'exploration et qui font des promesses. Et ensuite, on a des compagnies qui arrivent pour l'exploitation et les promesses ne sont pas toujours tenues. Donc, entre 2011 et 2015 à peu près, on a vu beaucoup de conflits miniers entre les communautés et les compagnies minières sur divers enjeux, mais l'emploi revenait assez régulièrement. La question de l'emploi revenait assez régulièrement. Donc, on a eu l'arrêt de l'exploitation de plusieurs mines suite à la démanifestation de jeunes qui sont sortis pour donc manifester contre la compagnie minière et avoir arrêté l'exploitation jusqu'à ce qu'ils puissent se faire entendre. On a également eu un cas assez extrême où les installations ont été incendiées. Donc, les enjeux au niveau de l'emploi, les jeunes donc, qui sont à l'origine de ces troubles-là, ils veulent pouvoir travailler, donc ils veulent pouvoir travailler dans la mine. Ils remettent également en cause, pour ceux qui sont déjà à l'intérieur de la mine, on remet en cause les conditions de travail. C'est-à-dire que les personnes se comparent avec les conditions de travail des expatriés, donc les avantages qui sont perçus par les expatriés et qui ne sont pas les mêmes pour les nationaux. On remet en cause également le titre de local, c'est-à-dire que les gens qui habitent aux alentours d'un projet minier estiment qu'ils ont la priorité par rapport à des gens du même pays qui habitent dans une autre région. Donc, les habitants de la zone n'acceptent pas qu'on puisse aller chercher des gens de la capitale, par exemple, pour venir travailler dans la mine, alors qu'eux qui habitent autour et qui subissent les impacts n'ont pas accès à ces emplois-là. Et ça, c'est sans parler des personnes aussi, des travailleurs qui viennent de pays miniers à tradition minière plus longue,
et des pays qui sont aux alentours du Burkina Faso, comme le Ghana par exemple ou le Mali, qui ont des mines depuis plusieurs années et qui ont des personnes qui sont spécialisées dans les métiers miniers et qui sont en général appelées pour venir travailler. Alors, dans quel contexte les mines sont implantées au Burkina Faso? Au niveau de la consultation, la réglementation est quand même assez claire. Les études d'impact sont exigées. Un plan de communication, etc., doit être déposé par le promoteur qui doit montrer comment le promoteur doit consulter les communautés pour expliquer son projet. Donc, tout le processus d'étude d'impact et les séances d'information sont incluses dans le processus d'étude. Et on a également une enquête publique qui est menée par le gouvernement, pendant laquelle les communautés ont la possibilité de faire des commentaires sur l'étude en question. Donc, ce qui arrive, c'est que théoriquement, les populations ont l'opportunité d'exprimer, de s'exprimer, de faire des commentaires sur le projet minier et éventuellement d'exprimer leur volonté ou leur souhait d'occuper des emplois dans la mine. Donc, c'est des enjeux qui sont identifiés au moins au moment de l'étude d'impact. Au niveau des emplois, on n'a pas dans la réglementation, donc dans le code minier qui régit l'exploitation minière, on n'avait pas jusqu'en 2015 d'exigence en ce qui concerne l'emploi ou l'approvisionnement local. Donc, c'était laissé un peu nébuleux dans le code minier, mais on avait des mentions qui étaient faites dans la convention minière, qui étaient les contrats établis entre les compagnies minières individuellement et l'État. Donc, dans ces contrats miniers-là, on demandait aux compagnies minières d'embaucher des locaux de manière prioritaire, sans exigence additionnelle. On demandait également aux compagnies de remplacer au fur et à mesure les expatriés par des locaux. Donc ça, c'est les ententes qui étaient incluses dans les contrats miniers jusqu'en 2015. Donc je vais revenir un peu plus tard sur l'évolution de la réglementation depuis 2015. On a également des ententes particulières qui sont prises entre les compagnies minières, entre certaines compagnies minières et l'État, des ententes à l'intérieur desquelles l'État exige qu'un certain nombre d'emplois soient créés. Donc ça, c'est un de ces exemples-là que je vais vous présenter. C'est un projet pour lequel l'État avait demandé à la compagnie de créer 4000 emplois, au moins 4000 emplois locaux, donc au cours de 25 années d'exploitation. Et ces 4000 emplois-là devaient être créés par des recrutements directs, mais également par l'approvisionnement. Donc, on ne pouvait pas recruter 4000 personnes, mais également par l'intermédiaire de l'approvisionnement, on aurait pu créer plus d'emplois. Donc, le mandat de Hatch consistait à développer pour cette compagnie une stratégie d'emploi et d'approvisionnement local pour leur permettre de voir dans quelle mesure ils allaient pouvoir respecter cet engagement-là de créer 4000 emplois. Et la raison pour laquelle ils nous ont demandé de faire ce travail, c'était parce qu'ils constataient que sur le terrain, il n'était pas possible d'obtenir 4000 personnes pour le type d'emploi qui était requis pour travailler à la mine. Donc, c'était un projet minier et d'infrastructure également. Donc, on avait besoin d'emplois dans le domaine minier, mais également dans le domaine des infrastructures, construction de routes et de chemins de fer, et exploitation et entretien également. Donc, après avoir fait un peu l'inventaire de la main-d'œuvre disponible sur place, on a pu constater qu'au niveau national, la main-d'œuvre peu qualifiée, donc qui est généralement employée pendant la construction, était quand même disponible. On avait plusieurs personnes qui étaient sur le marché de l'emploi qui pouvaient occuper ces emplois-là. Et la main-d'œuvre également assez qualifiée, donc des ingénieurs, de niveau ingénieur, était également disponible. On avait des gens qui étaient rendus jusqu'à l'université, qui avaient des postes d'ingénieur, des titres d'ingénieur, pardon, et qui auraient pu occuper certains emplois. Mais on a constaté également que certaines compétences étaient indisponibles dans le pays. Il n'était pas possible de trouver des personnes qui avaient cette formation-là. Et le dernier constat, c'est que les entreprises minières sur place demandaient de plus en plus au centre de formation, demandaient une adaptation de la formation offerte localement pour s'adapter à leurs besoins, donc à leurs demandes. Donc, les compétences qu'on n'a pas pu trouver sur place, je ne passerai pas à travers toute la liste, là, mais dans plusieurs domaines, certains types d'emplois, il n'était pas possible de trouver des personnes ayant ces formations-là au niveau local. Donc, il était indispensable d'aller trouver ces personnes-là ailleurs.
Et donc, ce qui arrive, c'est que les compagnies qui sont déjà sur place et qui ont l'exigence dans leur convention minière d'embaucher local ont commencé donc à donner de la formation, à développer en fait plusieurs types d'initiatives pour pouvoir embaucher les locaux. Et ils ont fourni des équipements de laboratoire à des centres de formation. Ils ont développé des programmes de formation en collaboration avec des écoles, des centres de formation professionnelle, etc. Ils ont offert des bourses à des étudiants. Ils ont recruté les meilleurs étudiants parmi les boursiers. Ils ont mis en place des conventions de formation avec l'Agence nationale pour l'emploi. Donc, il s'agit de développer des nouveaux curriculums qui conviennent en fait aux besoins de l'entreprise minière. Donc, j'ai quelques exemples ici qui montrent les entreprises qui se sont engagées sur cette voie-là. Donc, IAMGOLD, qui est canadienne, est assez engagée dans la formation depuis plusieurs années déjà et a développé plusieurs initiatives au niveau local et avec des liens avec le Canada aussi. Donc, c'est une entreprise qui est, en tout cas au niveau du Burkina Faso, à l'avant-garde pour tout ce qui concerne la formation et le développement des compétences. Ils ont fait également des liens avec le Centre national des mines de Val-d'Or, qui fait en sorte que des professeurs se déplacent au Burkina Faso pour aller donner de la formation. Et l'État également, face à ses propres exigences et au constat qu'on manquait de main-d'œuvre pour que les compagnies minières puissent satisfaire les exigences, non seulement des populations, mais de plus en plus de l'État, a développé une école d'ingénieurs, mais on a un problème au niveau de la disponibilité des professeurs. On a une pénurie de professeurs pour pouvoir donner les formations requises. Et donc, l'État est en train de vouloir créer une école des mines. Et cette école des mines-là serait créée en collaboration avec des ONG, et les entreprises, les gouvernements, et puis les formations, le type de formation qui serait offert et les professeurs qui pourraient donner de la formation dans cette école-là viendraient probablement du Canada parce que les liens avec le Canada sont assez tissés, serrés, disons, et des contacts ont commencé à être faits avec les cégeps ici au Canada et notamment au Nouveau-Brunswick. On a plusieurs initiatives également qui se sont développées au vu de cette problématique-là. Donc, des ONG se sont impliquées avec les compagnies minières, comme Plan Canada, par exemple, pour donner de la formation à des jeunes. On ne donne pas seulement de la formation pour les emplois miniers, mais également, dans le cas de la collaboration ESACAN et Plan Canada, c'est de la formation pour aider des jeunes, comme on le dit communément, des décrocheurs scolaires, pour les aider à retourner à l'école. On a également l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers qui s'est créée, c'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est de favoriser l'offre de biens et services aux compagnies minières de manière à créer également des emplois de manière indirecte. Et finalement, un forum multipartite qui s'est créé pour la responsabilité sociale des entreprises, qui a été beaucoup poussé par l'ambassade du Canada au Burkina Faso également. Donc ce forum-là, l'un des enjeux qui est traité par ce forum, c'est également les enjeux d'emploi et d'approvisionnement local. Donc, en résumé un peu, pour le projet pour lequel on avait un mandat, on a proposé donc une stratégie de développement de la main-d'œuvre très en amont de l'exploitation minière comme telle. Je n'irai pas dans les détails ici, mais juste vous dire que le plan qui a été proposé, c'est un plan sur 4 ans qui aurait permis à la compagnie en question de commencer la formation bien avant le début de l'exploitation, de manière à ce que les personnes qui allaient être formées puissent être prêtes au moment où les opérations commenceraient. Alors, pour revenir à un niveau plus macroéconomique, ce qu'on a pu observer au Burkina Faso, c'est une sensibilisation de plus en plus grande. Les populations étaient déjà sensibilisées à l'enjeu de l'emploi, mais les gouvernements, de plus en plus, ont commencé à vouloir aller au-delà de simplement la captation de la rente minière pour essayer de créer des liens entre l'économie nationale et l'industrie minière, de telle sorte qu'on a vu une vague de révision des codes miniers en Afrique, une vague assez récente. Donc, on a, comme les textes de Bonny et Campbell l'indiquent, on a plusieurs vagues de révision des codes miniers. La dernière vague en date, c'est depuis les années 2000, à partir de 2010 à peu près, où plusieurs pays africains
en suivant la vision minière africaine qui veut faire en sorte que l'industrie minière devienne un tremplin pour le développement, et non plus uniquement un outil de captation de la rente minière. Donc, ces pays-là ont commencé à changer les codes miniers pour inclure des enjeux de développement à l'intérieur de ces codes-là. Donc, on a plusieurs enjeux qui sont devenus obligatoires, plusieurs enjeux qui sont pris en compte dans ces codes miniers-là, comme les redevances communautaires, le montant des redevances communautaires et les obligations de traitement du minerai sur place, par exemple. Et au niveau de l'emploi, le dernier code minier du Burkina qui a été rédigé et publié en 2015 est très clair maintenant sur les enjeux d'emploi. D'abord, on réglemente l'exigence de création d'emplois locaux et ensuite, on demande à ce que les entreprises mettent en place des quotas progressifs d'emploi des locaux. Mais à la différence de certains pays, au Burkina, on n'a pas déterminé ces quotas-là. Donc, les quotas vont être définis au cas par cas, selon les négociations avec chaque entreprise. Un des exemples qui est très clair à ce niveau-là, c'est le Code minier de la Guinée, un des plus récents codes également, où dans ce code-là, on voit comment le gouvernement de la Guinée a défini les quotas d'employés locaux qu'il veut avoir dans les compagnies minières selon le cycle de vie de la mine. Donc, à terme, c'est-à-dire au bout de 11 à 15 ans d'opération, on devrait avoir un maximum de 10% d'expatriés, et seulement dans les cadres de direction. Donc, c'est un modèle qui inspire plusieurs des codes miniers en ce moment, mais c'est celui qui a vraiment donné des chiffres clairs sur les exigences au niveau de la création d'emplois. Donc, un peu pour conclure, je dirais que la réglementation des enjeux socio-économiques peuvent devenir... Certains enjeux socio-économiques, s'ils ne sont pas pris en compte, s'ils ne sont pas gérés par les entreprises, peuvent être réglementés à la longue par les gouvernements de manière à peut-être satisfaire les exigences des communautés. Mais la réglementation a également ses limites dans la mesure où les pays ne sont pas toujours en mesure, même s'ils mettent en place des quotas, il faut pouvoir faire respecter ces quotas-là. Donc, il faut développer une main-d'œuvre qui soit capable de permettre de maximiser la captation des bénéfices de l'exploitation minière. Pour les entreprises, il faut absolument, pour pouvoir répondre à cette problématique-là, effectuer une planification anticipée pour intégrer ces enjeux-là. Donc, comme on le disait tantôt, la question du temps est super importante. On ne peut pas vraiment répondre à l'enjeu de l'emploi sur le champ. Il faut se donner le temps de la formation et du renforcement des capacités. Donc, pour les pays, il faut donc mettre en place un cadre qui permet de pouvoir bénéficier de la présence des compagnies minières, donc anticiper avant que les compagnies arrivent, mettre en place une structure industrielle et des compétences locales pour pouvoir contribuer pour pouvoir bénéficier donc au maximum de la présence des compagnies minières. Et pour les communautés, finalement, il serait nécessaire, dans plusieurs cas, d'aller au-delà de juste vouloir travailler pour la compagnie minière, parce qu'un des enjeux à vouloir former tout le monde pour travailler dans la compagnie minière, c'est que le cycle minier a une fin. Donc, quand la mine n'est plus là, on peut pas... Il faut pouvoir reconvertir les gens. Il faut qu'on puisse... faut pas qu'on se retrouve avec des gens spécialisés uniquement en emploi minier. Il faut pouvoir faire autre chose. Donc, à ce niveau-là, on a des exemples quand même où les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait des alternatives à travailler pour la mine. Et juste, je terminerai sur une anecdote. On a, dans la région du projet en question, un petit commerçant boucher qui s'est rendu compte que la mine achetait beaucoup de viande de l'extérieur du pays et donc qui a approché la compagnie minière pour savoir quels étaient les critères de qualité, etc., quels étaient les besoins pour pouvoir fournir la compagnie en viande. Et finalement, il est arrivé à respecter ces critères-là. Et actuellement, c'est un des opérateurs économiques les plus importants de la région. Il ne travaille pas directement pour la mine, mais c'est un des hommes les plus riches de la zone. Donc voilà pour finir. Si vous avez des questions, je les prendrai. Merci.